On descend et on recule en même temps. S'il vous plaît, descendez, descendez. Parlementaires, élus locaux, personnel de la ville, responsables et bénévoles associatifs, enfants et équipes de nos établissements scolaires et éducatifs, pour apporter tout notre soutien le plus sincère aux proches d'Ayman Caïd. Avoir 15 ans à Bondy, c'est se lancer dans la vie avec énergie, générosité et volonté. Ayman était tout cela à la fois. Christophe Hamza, son entraîneur, pourra en témoigner. Ce jeune boxeur de talent, qui venait d'être sélectionné pour les championnats de France, était un passionné. À chaque fois que le club avait besoin de lui, Ayman faisait partie de ceux qui répondaient toujours présents. Je vous laisse imaginer la souffrance de ses parents à lire ou à entendre ici et là qu'il aurait pu s'agir d'un délinquant. Je le redis aujourd'hui haut et fort, Ayman n'était pas connu des services de police. Il avait d'autres ambitions. L'ambition d'être un garçon responsable et de devenir un grand boxeur. Pour l'accompagner dans cette voie, il y avait autour de lui une famille, des équipes sportives, des animateurs, des enseignants. Tous œuvraient pour épauler ce jeune Bondinois dans ses rêves d'avenir. Je veux dire aujourd'hui plus que jamais tous ces acteurs qui contribuent à l'éducation et à l'épanouissement de nos enfants doivent être salués et soutenus dans leur mission. Notre présence à tous rassemblés aujourd'hui autour de sa famille et de son club montre, vous le démontrez, vous tous ici, qu'il était très populaire. Ce rassemblement marque aussi le message que nous souhaitons tous transmettre haut et fort. Nous n'acceptons pas que pour une histoire d'adolescent, un jeune homme puisse perdre la vie à Bondy, en France, comme n'importe où ailleurs dans le monde. Nous n'acceptons pas non plus que toute la jeunesse bondinoise soit stigmatisée par l'acte criminel d'un individu isolé. Nous n'acceptons pas, enfin, que tant de jeunes, d'animateurs, de copains, de membres de la famille aient aujourd'hui à effectuer le deuil d'un frère, d'un fils
d'un neveu, d'un ami parti trop tôt. Avec la famille d'Aymen ici présente, avec le club Chris Fight qui lui était si cher, et en hommage à sa mémoire, lançons ensemble aujourd'hui un appel à la paix, au calme et à la raison. En ces heures tragiques, portons ensemble les valeurs qui rassemblent, ces valeurs d'éducation, de respect, de fraternité et de tolérance. Elles sont les principaux remparts contre la violence. Nous tous, ici présents, nous souhaitons aujourd'hui lancer cet appel pour qu'aucune famille, demain, n'ait de nouveau à pleurer la mort tragique d'un des siens. La présence ici, à nos côtés, chers Bondinois, de nombreux élus, parlementaires, maires, présidents de conseil départemental, démontre bien qu'au-delà de l'hommage rendu à Aymen, nous sommes toutes et tous touchés par ce drame et par la douleur de ses proches. Il va y avoir d'autres prises de parole et je vais laisser dans un premier temps Christophe Hamza nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous d'avoir répondu présent pour cette marche blanche en mémoire de Aymen. Nous devons dire stop à la violence. La violence s'est banalisée, elle est quasi quotidienne de nos vies et c'est ensemble que nous pouvons y mettre fin. Nous devons travailler ensemble, nous devons rester unis que pour nos enfants aient la chance de vivre leur vie. Aujourd'hui, je suis triste et en colère pour ce jeune homme, Aymen, plein d'avenir, abattu pour des futilités. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il est temps de réagir pour stopper ce fléau qu'engendre la violence. Nous le devons pour nos enfants et nos petits-enfants. Stop à la violence. Les parents ont dû se rendre déjà en Algérie, mais ils sont avec nous, ils sont là au téléphone. Le papa a laissé un message qui va être lu par Amama et Nadia. D'abord, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à toute la famille, les amis, les collègues, les animateurs et tous ceux qui ont été touchés ce soir. Merci d'avoir été présents à nos côtés en cette période très difficile. Cette sensation d'être soutenu, compris et accompagné nous a aidés à affronter ces douloureux moments. Bien sûr, rien ne pourra effacer la peine qu'on nous a causée, mais votre présence nous a permis de la rendre plus supportable. Recevez nos vifs remerciements. Merci pour votre présence et vos attentions. Mesdames, Messieurs, en la mémoire d'Aymen, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence. Et pour tout l'aide qui nous ont les gens pour surmonter cette terrible épreuve, et ben, encore une autre fois, merci à tous les voisins, à tous les Bondinois qui ont été à nos côtés. Merci à vous. Ce moment de recueillement est
est a priori terminée. Je vous demanderai de faire attention, vous êtes très nombreux, en quittant dans le calme bien sûr l'esplanade, qu'il n'y ait pas de mouvement de foule, et faites attention à vous et prenez soin de vous. C'est d'instruire. Mais ce que je crois, il faut mettre en place dans un premier temps des actions de prévention, mais de prévention précoce. Il y avait une initiative qui avait été engagée par une magistrate, paix à son âme d'ailleurs, Claude Beau, qui justement agissait dès le départ, dès la maternelle, qui, en détectant les enfants qui potentiellement pouvaient avoir des parcours déviants à l'école et qui essayait donc de les accompagner au mieux. Alors je pense que on doit recentrer évidemment sur la prévention, mais précocement, parce qu'à partir d'un certain âge, c'est trop tard. Bien sûr qu'il faut travailler sur l'école. Quand les enfants sont en échec scolaire, ils sont de fait en marge de la société. Donc évidemment, quelle alternative je veux dire, c'est l'errance dans la société et parfois justement des comportements inadaptés. Parce qu'ils n'ont plus le cadre, ils n'ont plus les codes de vie dans cette société. Donc bien sûr, je pense qu'il faut y travailler à l'école. Tous les partenaires, tous les acteurs doivent travailler ensemble. Mais il faut aussi une vraie au-delà de la prévention, il faut que l'État retrouve son autorité et que nous soyons en mesure de pouvoir, je suis désolée, rétablir l'ordre dans certains territoires et ne pas laisser, comment dire, la main excusez-moi, aux délinquants et à la racaille. On ne peut pas les nommer autrement. Donc il faut aussi une politique sécuritaire ferme, catégorique, alors avec bien sûr des moyens de police, mais pas seulement, des moyens alloués à la justice. Parce que les policiers, quand bien même ils œuvrent sur le terrain, si la justice n'a pas les moyens de, comment dire, de sanctionner et de sanctionner ces comportements, ça ne sert à rien. Donc renforcer les moyens de la justice, je pense aussi en parallèle. Donc prévention et une politique évidemment sécuritaire catégorique avec, excusez-moi, rétablissement de l'ordre dans certains quartiers où nous le voyons au-delà de cet événement. C'est quotidiennement que nous sommes confrontés à des faits absolument impensables. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous ne sommes plus en France, mais aux États-Unis. Nous en sommes arrivés à finalement une société calquée sur le modèle américain. La France, ce n'est pas l'Amérique. Et donc, je ne comprends pas que nous en soyons arrivés là. Je pense que c'est quand même le résultat, comme je le dis, quels que soient les partis politiques, de 30 ans d'inaction et de laxisme face à des comportements qui se sont dégradés, envenimés et qui génèrent aujourd'hui des faits absolument insupportables. Voilà, donc moi je suis surtout là en tant que maman parce que je suis bouleversée, un enfant de 15 ans. Alors bon, moi ce que j'espère évidemment, c'est que l'auteur de ce crime odieux sera sanctionné sévèrement. Voilà, donc ça, nous verrons bien, mais même si c'est trop tard, ce jeune homme est parti, mais voilà, moi je pense qu'il faut véritablement repenser un certain nombre de choses. On connaît bien Bondy pour y venir régulièrement. Nous avons des quartiers entiers qui sont minés par le trafic de stupes. C'est une compétence qui, c'est pas pour dire que les communes doivent se décharger au fond de leur rôle, mais que voulez-vous que les communes et les maires fassent? Il faut, comme je vous le dis, une politique sécuritaire. Il faut que ces quartiers-là, par exemple, minés par les trafics, redeviennent des quartiers normaux. Et comment peut-on le faire si ce n'est qu'avec des interventions, une intervention musclée, moi je dirais, de l'État, enfin des forces de police pour démanteler ce qui empoisonne la vie d'ailleurs des citoyens dans leur quotidien. Tous les gens qui vivent dans ces quartiers en ont marre, ils n'en peuvent plus. Ils vivent dans l'angoisse permanente de ce genre de faits, mais ou d'autres, d'affrontements entre les bandes. Comment en France aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de pouvoir mettre un terme
à des affrontements entre bandes. On a un problème. Il faut véritablement, repenser tout ça et être catégorique. Moi, je vous dis, des sanctions sévères. Et sortir de cette compassion excessive que l'on a eue pendant des décennies et de cette culture de l'excuse. Compassion excessive, d'ailleurs, qui a été alimentée par des tas d'associations. Moi, j'entendais récemment un intervenant sur BFM que je connais bien, au demeurant, que très bien, mais qui, encore une fois, vient nous dire « Oui, mais vous comprenez, ces gens ont été délaissés ». Moi, je ne peux pas l'entendre, ce discours. C'est ce discours qui nous a amenés à cette situation. À un moment donné, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. On ne peut pas dire en permanence aux jeunes « Oh, vous êtes délaissés, oh, vous êtes victime de discrimination ». C'est comme à un enfant, si en permanence vous lui dites qu'il n'est pas capable de prendre son avenir en charge, écoutez, il va finir par le croire. Donc au fond, on a conforté tous ces jeunes dans leur comportement avec ces discours. Moi, je le pense très sincèrement. Il faut repenser tout ça, il faut aller sur une autre voie. Et je pense que, très sincèrement, je ne sais pas comment on va en arriver à bout, mais il y a un travail en commun, commune, État, bien sûr. Mais ça va être très, très difficile. Voilà, parce qu'il faut une volonté politique avec... il faut aussi... Alors c'est vrai que les élus sont quand même plus au fait des réalités de terrain. Il faut quand même le savoir. Et ils sont peut-être même à même de proposer des choses qui les enferment finalement dans une sorte... qui les dépossède de toute leur énergie. Quand vous dites à un jeune, oui, de toute façon, tu es discriminé, tenir un discours qui est au fond défaitiste. Comment voulez-vous que le jeune puisse déployer une énergie pour essayer d'arriver à quelque chose? Donc moi je dis, il faut contrecarrer ces discours. Et moi je refuse cette victimisation, cette espèce de posture de victimisation éternelle qui nous a menés, et je dois le dire, à ce bilan aujourd'hui que nous avons dans nos banlieues. Nous avons conforté un certain nombre de personnes dans des comportements absolument inadaptés à ce pays, moi je le dis, et je le pense sincèrement. Vous savez, je dis toujours, on se fait accepter par son comportement. Et donc, pour se faire accepter des autres, eh bien, il faut faire des efforts. C'est ainsi en France, mais c'est aussi pareil quand on part à l'étranger. Et ça, on ne leur a pas souvent dit. 30 ans, j'ai que 21 ans, donc j'étais comme leur ami à leurs yeux. J'étais plus un ami à leurs yeux, parce que je leur disais, même si je suis votre coach, vous me devez le respect, mais d'un côté aussi, je suis votre ami. Si vous avez un problème ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez venir. Donc aujourd'hui, je suis venu pour leur rendre hommage parce que ça me tenait à cœur de venir surtout. Et je me sentais pas... Je voulais pas rester chez moi. Et je suis venu pour leur rendre hommage parce que ça me fait vraiment de la peine, quoi, de voir. Et je suis très heureux qu'il y ait autant de gens qui sont venus pour rendre hommage à quelqu'un. Et même à toutes ces personnes, même s'ils le connaissaient, à ceux qui le connaissaient et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi, ça me rend très heureux qu'ils viennent le rendre hommage. Comment il était c'est comme un enfant qui voulait toujours apprendre, toujours. Il voulait, en fait, comme on dit, un enfant ne grandit pas plus vite ne va pas plus vite que la musique. Il voulait apprendre, mais plus vite. Je lui disais, t'inquiète, ça va venir avec le temps. Quand on commence la boxe, les arts martiaux, c'est un sport très difficile. Et les gens, ils pensent que c'est au premier jour qu'on apprend tout. Mais non, on apprend avec le temps et ça vient. Et au final, il a appris, il avait gagné sa première compétition. Donc. Et quand il comprenait ça, ça l'a apaisé. Et moi, de ce que je connaissais de lui, il voulait vraiment, vraiment gagner toutes ses compétitions. Même quand il en perdait, ça l'a énervé, il pleurait. Je le comprends tout à fait parce que même moi, quand je perdais mes compétitions, ça m'arrivait de pleurer. Et de savoir qu'aujourd'hui, je ne reverrai plus une personne comme ça, qui avait cette niaque toujours de vouloir gagner, de vouloir être plus fort que les autres. Ça me fait mal pour lui et vraiment surtout pour ses parents. Parce que c'est plus pour ses parents que j'ai mal parce qu'eux, ils ont perdu leur enfant. Nous, on a perdu un élève, mais ils ont vraiment perdu. Pour sa mère, je suis vraiment désolé pour elle. Et moi, je me suis excusé parce que je me sens responsable. Mais je m'en excuse dans un sens que moi, j'aurais voulu qu'on ait un entraînement, j'aurais voulu qu'on s'entraîne, j'aurais voulu qu'il soit au club avec moi en train de s'entraîner.
et aujourd'hui il n'est pas là. Donc moi personnellement je me sens responsable et j'ai envie que son prénom ne soit plus sali que autre. Je veux juste que si on parle de lui, on explique comment ça s'est passé et on parle d'une bonne personne, pas d'un délinquant ou autre comme j'ai entendu à la télé. C'est pas ça. Moi, je me présente, je suis Benjamin Belaïdi, donc je suis un militant associatif. Donc je viens de Compiègne dans l'Oise. Et donc j'ai fait le déplacement aujourd'hui parce que voilà, c'était symbolique et puis il me semblait important de pouvoir marquer le coup, de rencontrer les amis militants et puis surtout d'apporter un soutien plein et entier à la famille, aux proches d'Aymen, parce que c'est pas la première fois. Ça fait des dizaines d'années, ça fait plus de 30 ans qu'on a des morts dans nos quartiers et on est là pour dire stop à la violence et expliquer simplement aux jeunes que on peut se battre autrement qu'entre nous. Et se battre autrement, ça veut dire sur le terrain associatif, sur le terrain militant, c'est mettre en place des actions d'éveil citoyen. Là en l'occurrence, on va pouvoir faire le lien notamment avec les étudiants, parce que c'est vrai que les étudiants aujourd'hui, ça reste des jeunes, que ce soit des jeunes français ou étrangers, peu importe. Nous, en tout cas dans mon association, on ne fait pas le tri sélectif sur les personnes à qui on donne, parce que voilà, c'est la fraternité avant tout. Et on ne fait pas comme Génération Identitaire qui eux servent des soupes au porc, aux SDF pour éviter que les SDF musulmans ne puissent pas se restaurer. Et donc voilà, c'est important parce que des Aymen, il y en a plein. Il y en a eu un peu partout en France et notamment dans les banlieues. Et c'est important d'être présent aussi pour apporter un message de soutien à la famille, parce qu'on a souvent tendance, et il y a quelques médias qui l'ont fait malheureusement, et le maire l'a rappelé tout à l'heure, il y a quelques médias qui ont de suite, c'est le process habituel, comme dans le cadre des violences policières, tout de suite stigmatiser la famille et stigmatiser le jeune. C'est-à-dire en le criminalisant, en disant voilà, qu'il était connu des services de police, et le maire l'a rappelé, il a eu raison de le faire, que ce n'était pas le cas, que Aymen, ce n'était pas quelqu'un qui était connu des services de police, et j'ai envie de dire quand bien même c'est quelqu'un qui est connu des services de police, est-ce que c'est une raison pour justifier sa mort? Donc absolument pas, mais il a eu raison de le faire parce que c'est vrai que criminaliser la victime, c'est quelque chose que l'on voit assez régulièrement dans les violences policières et nous on condamne ça. Donc c'est important de pouvoir entendre toutes les parties et pas que la version entre guillemets dite officielle, parce que voilà, il peut y avoir des témoins, des gens qui étaient là au moment des faits, et ces personnes-là sont tout aussi légitimes pour prendre la parole et puis expliquer leur version des faits. Donc voilà, un message de soutien avant tout, et puis surtout expliquer aux jeunes que il faut se réveiller à un moment donné et faire attention au chant des sirènes. Le chant des sirènes qui est voilà, ce qu'on vient vous siffloter aux oreilles peu avant les élections, puisqu'on a l'habitude. Maintenant, nous, on connaît les procédés, et quel que soit le parti, d'ailleurs, que ce soit des partis de droite, que ce soit des partis de gauche, moi je dis toujours, j'en veux beaucoup à la gauche, j'en veux beaucoup au Parti Socialiste, parce que voilà, cette gauche bien pensante, cette gauche qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ça on n'en veut plus. On ne veut pas d'une gauche paternaliste, on veut des gens avec des convictions, on veut des gens avec des valeurs et qui sont capables d'accompagner les gens issus des quartiers populaires. Parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup dans les médias, la République n'est plus présente dans les quartiers, mais le constat c'est que la République a abandonné les quartiers et qu'aujourd'hui dans beaucoup de quartiers populaires, j'ai envie de dire la seule institution qui est présente, ça reste la police et les écoles. Sauf que quand on regarde l'état des écoles et des hôpitaux dans le 93, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inégalités. Le contexte actuel a renforcé toutes ces inégalités. On se rend compte que voilà, il y a des profs qui sont plus là, qui n'arrivent pas à assumer. Dans les hôpitaux, on supprime plus de lits dans le 93 qu'ailleurs. Donc ça a vraiment renforcé les inégalités. Puis ça a surtout aussi mis en avant que les gens en première ligne, c'était les habitants de ces quartiers populaires-là. Donc ces personnes méritent d'être mises en scène, méritent d'avoir la parole, parce que qui de mieux que les premiers concernés peuvent parler de leur situation, mais c'est comme toutes les luttes, c'est comme pour les violences policières. À un moment donné, on ne va pas donner la parole à quelqu'un qui n'a jamais vécu la situation pour parler du sujet. Les mieux concernés, ça reste les personnes dites racisées, donc les personnes noires et arabes, pour pouvoir parler de ce sujet-là. Donc voilà, pour moi c'était simplement ça, apporter un message de soutien plein et entier, essayer de rencontrer quelques jeunes, de les rassurer, apporter un message de soutien, de fraternité, de solidarité aux militants responsables associatifs, parce qu'eux aussi sont concernés par le sujet. La plupart du temps ce sont des bénévoles, des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui sont présents dans leur salle de sport
toute la semaine, le week-end, qui organisent des transports avec ces gamins-là, qu'ils ont connus pour la plupart depuis tout petit. Et c'est important de les soutenir. Et quand je dis les soutenir, c'est pas uniquement avec des subventions, mais c'est être présent. C'est les soutenir au niveau des infrastructures, c'est les valoriser, c'est les mettre en lien avec des médias pour pouvoir valoriser ce qui a été fait, valoriser le travail sur le terrain. Et voilà, parce qu'on a beaucoup de médias encore, quand ils viennent dans nos quartiers, ils ont l'impression que c'est un safari en fait. Et en discutant avec quelques militants, on avait des médias qui voulaient faire un reportage sur la violence dans les quartiers et du coup qui voulaient mettre uniquement l'accent là-dessus et puis ne pas mettre en avant l'aspect positif de la chose. Et du coup, nous, le message, il est clair, c'est ok, vous voulez faire un reportage, vous voulez parler des points de deal, vous voulez parler de la violence dans les quartiers, mais venez, on va aussi aller faire un tour à la salle de sport, on va vous présenter des champions, on va vous présenter un champion du monde, on va vous présenter un entraîneur qui est mobilisé pour ces gamins-là. Et ça, c'est important de faire ce job-là. Parce que voilà, c'est nous qui devons être aussi notre propre média et puis expliquer aux générations à venir qu'il va falloir qu'ils se prennent en main. Parce que bon, on est présent, on sera là pour les accompagner, pour les soutenir. Mais il faut que la jeune génération se prenne en main et voilà, se dise qu'elle a aussi son rôle à jouer. Parce que les quartiers, moi je pars du principe que les quartiers c'est une chance pour la République. Et puis surtout qu'une voix en vaut une autre. C'est-à-dire que l'on habite dans un quartier populaire ou que l'on habite dans un milieu bourgeois, notre voix elle vaut la même chose, elle pèse la même chose. Et si on veut que les politiques s'intéressent un minimum aux habitants des quartiers populaires, il faut que les quartiers se réveillent, se saisissent de cette opportunité-là et s'organisent surtout. Et s'organisent pas forcément au sein des partis, mais peuvent aussi s'organiser indépendamment des partis. L'idée c'est vraiment de créer un rapport de force pour qu'on puisse se faire respecter. Voilà le message que je peux apporter aujourd'hui. La violence, elle peut aller très vite, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met l'accent dessus parce que ce sont des événements qui sont amplifiés, notamment avec les réseaux sociaux, avec les réseaux Snapchat, Instagram. Voilà, il suffit qu'il y ait un jeune qui fasse une vidéo et qui la mette en story et que ça fasse un buzz avec le bon hashtag. Et tout de suite, on a l'impression que c'est un phénomène courant et qui arrive tous les jours. Alors que la violence dans les quartiers populaires, c'est quelque chose qui a toujours existé. On l'a connu dans les années 80, on l'a connu avec les blousons noirs. Enfin voilà, et c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, se procurer des armes, oui, c'est quelque chose qui existe, ça fait partie des fléaux sur lesquels on doit se mobiliser, on doit lutter. Mais au-delà de la répression, parce que moi, je ne suis pas policier, donc en tant que militant associatif, en tant que bénévole, mon rôle, voilà, mon arme, c'est la parole. On ne peut pas agir autrement que d'expliquer à des gamins que pour pouvoir s'en sortir, la meilleure des choses, c'est le savoir, parce que le savoir est une arme. Et voilà, donc ça passe par l'éducation, ça passe par l'éducation populaire aussi, il n'y a pas que l'éducation nationale. L'éducation populaire, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les responsables associatifs, c'est le président du club de foot, c'est le coach du club de boxe de proximité qui ont un jeu à jouer, qui ont un rôle à jouer, pardon. Et ces personnes-là, il faut leur faire confiance parce que ce sont eux qui sont en première ligne et qui connaissent le mieux nos gamins des quartiers populaires. C'est personne d'autre, c'est les éducateurs de terrain. Il y a des médiateurs, moi dans la ville dans laquelle j'habite, il y a des médiateurs de quartier. Alors après, se pose aussi le problème de la formation de ces personnes-là, parce qu'être légitime en tant que médiateur, c'est bien de connaître les jeunes. Mais après, il faut pouvoir avoir les outils pour pouvoir répondre à ces jeunes et puis surtout leur expliquer que voilà, s'il y a tel ou tel agissement, ça peut avoir telle ou telle conséquence. Donc il y a un problème de nombre. C'est comme les éducateurs, on n'a pas suffisamment de médiateurs, on n'a pas suffisamment d'éducateurs de proximité. Pareil pour la police, il faut remettre de la police de proximité dans le quartier populaire. Aujourd'hui, on a anonymisé les agents de police, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas, ce sont des gens qui interviennent avec des cagoules, avec des casques. Bon, vous connaissez, hein, on s'est déjà rencontrés sur des mouvements sociaux, notamment sur le mouvement des Gilets jaunes. Et le fait d'anonymiser des personnes, ça crée une barrière de fait. Et ça, il faut pouvoir casser ces barrières-là avec des agents qui interviennent à visage découvert. C'est comme ça qu'on instaure le dialogue, c'est pas autrement. Donc il faut des financements, et il faut pouvoir réinstaurer ces postes-là. Mais après, c'est des choix politiques, c'est des stratégies que les élus mettent en place ou pas. Il y a des élus qui vont faire le choix stratégique d'investir sur l'urbain. Il y en a d'autres qui vont investir sur l'humain. Et le programme de rénovation urbaine, normalement, c'est les deux. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas investir uniquement dans la pierre tout en délaissant l'humain. Donc ça va ensemble. Les gens qui portent des armes, il n'y en a pas que dans les quartiers populaires. Dans les quartiers bourgeois, il y a des gens qui sont armés. Il y a des gens qui sont en costume cravate, ce qu'on appelle les fameux cols blancs, qui font du trafic d'armes. Donc il n'y a pas plus de risque, en tout cas il n'y a pas plus de facilité à se procurer une arme dans un quartier que dans un quartier populaire que dans un quartier bourgeois. Je ne suis pas certain que les gens des quartiers populaires soient plus violents. Alors peut-être on en a parlé tout à l'heure, avec les réseaux sociaux ça peut facilement s'amplifier. Mais moi à titre personnel, quand je me promène dans un quartier populaire, je ne me sens pas en insécurité.
Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de Bondy et je me promène normalement sans aucun problème. Ce manque de dialogue, il vient peut-être aussi du haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a peut-être des responsables politiques qui ont coupé ce dialogue-là. Quand on a des responsables politiques, il faut arrêter de penser que les jeunes sont bêtes. Il faut arrêter de penser que les jeunes ne sont pas suffisamment politisés. Ils ont compris les mécanismes. Ils ont compris qu'on venait les voir, on venait les rencontrer à l'approche des élections. 6 mois avant une élection, voilà, on voit des têtes nouvelles qui débarquent et qui nous font toujours les mêmes promesses. À un moment donné, c'est stop. Donc, il faut aussi comprendre ces jeunes-là qui ont été tellement déçus et puis ont eu aussi les discours des grands frères, des parents qui leur ont expliqué comment ça s'est passé dans le passé. On a parlé tout à l'heure de la trahison du Parti Socialiste, on a parlé, parce que le Parti Socialiste avec voilà, touche pas à mon pote, etc. etc. C'était des discours paternalistes où vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, on va vous défendre. Et puis au final, voilà, il ne s'est rien passé et on a perdu énormément de temps. Donc là, on a beaucoup de militants qui commencent à se connecter, à se mettre en réseau et puis à faire ce travail de terrain. Mais le travail de terrain, c'est primordial. Il faut être présent. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication. Et pour moi, si on veut réellement agir auprès des jeunes de nos quartiers populaires, il faut être présent sur le terrain et de manière locale. Tenir des discours sur les réseaux, c'est bien. Mais si on n'est pas présent localement, en bas des immeubles, faire un travail de terrain comme elle fait Assa Traoré, elle a fait un tour de France des quartiers populaires. C'est pas pour rien. Si elle a cette légitimité-là, c'est pas pour rien. Si quand elle fait un appel sur les réseaux, il y a autant de monde qui se mobilise, c'est pas pour rien. Elle est légitime d'une part parce qu'elle est issue d'un quartier populaire, mais d'autre part parce qu'elle a fait aussi ce travail d'être présente sur le terrain et de donner la parole aux jeunes. À un moment donné, on ne peut pas se substituer à eux, on ne peut pas parler à leur place, on ne peut pas dire voilà, les jeunes sont comme ci, comme ça, sans aller les rencontrer, sans aller leur donner la parole. Amen. Amen. Qui m'énerve. Laisse le...